Alors, je vais commencer tout de suite par l'actualité. Comme l'a dit Maurizio, on a eu aujourd'hui un moment ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui était en duplex de l'Ukraine et qui s'est adressé au Parlement suisse dans un discours d'une quinzaine de minutes. Ce qui avait de particulier chez nous, c'est que tous les bancs étaient bien remplis, tout le monde était là, sauf une fraction, c'était l'UDC qui n'a pas voulu assister à ce discours, ce qui me paraît vraiment assez regrettable. Mais je pense que c'est surtout eux qui ont manqué un moment fort de cette session et de l'histoire que nous vivons en ce moment. Ce discours était dans le contenu assez sobre, assez simple. Il a remercié la Suisse pour les sanctions qui ont été prises. Il est convaincu, et je crois que c'est vrai, que le peuple suisse est solidaire du peuple ukrainien. Nous avons pu le démontrer avec le très fort accueil des réfugiés qui a eu lieu dans notre pays, puisqu'on a près de entre 60 et 80 000 Ukrainiens qui ont été retenus, qui ont été accueillis chez nous dans des familles. Donc, je pense que ce signe est très fort de solidarité. On est un des pays qui, en proportion de la population, a fait le plus grand accueil aux réfugiés ukrainiens. On a eu ce moment aujourd'hui, mais évidemment, c'est un moment assez rare. Donc, d'habitude, une session du Parlement, c'est un nombre impressionnant de décisions à prendre, de votes, dans un processus qui est toujours assez minuté et assez standardisé. Ça laisse peu de place à l'improvisation. L'essentiel du travail politique, comme vous le savez peut-être, se fait en commission. Et quand les dossiers arrivent ici dans la salle, eh bien, les temps de parole sont limités. On peut presque jamais intervenir spontanément, sauf si on a une question à poser. Donc, parfois, ça déstabilise un peu ceux qui viennent nous visiter parce qu'ils voient une salle à moitié, voire aux trois quarts vide, et puis ils voient assez peu d'attention à l'égard de celui ou celle qui parle. C'est parce que le travail politique s'est déjà fait dans les commissions et dans les séances de groupe ou de fractions, et que là, une fois que les positions sont fixées, eh bien, on les adopte par des votes, mais il y a assez peu de surprises. Ça peut arriver parfois, mais c'est relativement rare. Alors, je vais vous donner une petite liste de sujets qu'on a traités pendant cette session. Puis après, je me concentrerai sur trois thèmes importants, mais pour vous donner un peu une idée de l'ensemble une petite sélection des sujets qu'on a traités. Je vais le faire en français. Vous avez la traduction experte de Sulpice pour ceux qui comprennent pas le français. Et puis après, si vous avez des questions pour les germanophones, eh bien, je répondrai en allemand aux questions qui sont posées en allemand aussi pour exercer un peu mon allemand. Et puis aussi aussi par respect pour celles et ceux qui depuis la Suisse alémanique sont connectés aujourd'hui. Alors, je fais un peu en vrac. On a eu pendant cette session une discussion autour des routes, par exemple. Est-ce qu'il faut une troisième voie autoroutière dans un certain nombre de tronçons autoroutiers? La droite fait un pressing pour que des crédits soient votés pour des élargissements des autoroutes, même dans les cantons qui ne le souhaitent pas, comme par exemple le canton de Genève. Nous avons discuté de l'initiative contre l'obligation vaccinale, qui s'appelle l'initiative pour l'intégrité physique. Nous avons discuté de l'initiative du centre sur le plafonnement des coûts de la santé, initiative très générale qui donne peu de mesures concrètes, mais qui aimerait qu'on fixe des plafonds pour les coûts. Nous avons discuté de facilités pour les parcs éoliens, pour que les projets validés par le Conseil fédéral puisse avoir des procédures facilitées d'aménagement du territoire. Nous avons discuté de la commission d'enquête parlementaire pour le Crédit Suisse, qui a été finalement acceptée à l'unanimité, alors que quand elle a été lancée, cette idée-là a été très contestée notamment par les partis de droite. Mais je crois que les grandes difficultés et même le refus du Conseil national du plan de sauvetage du Crédit Suisse a mis beaucoup de pression sur le Conseil fédéral, qui s'est lui-même rallié à cette commission d'enquête parlementaire, dont on a nommé aussi les membres de la commission, avec Madame Chassot comme président. On a discuté d'une initiative parlementaire de Jacqueline Badran pour soumettre les infrastructures stratégiques à la lex scolaire, c'est-à-dire à une loi qui empêche des personnes depuis l'étranger d'acquérir des biens immobiliers,
L'idée, c'est que les infrastructures stratégiques, les infrastructures vraiment importantes pour le pays, ne puissent pas être acquises par des financements étrangers. Cette initiative a été acceptée donc de Jacqueline Badran. On a discuté pour l'Ukraine d'un fonds de 5 milliards pour de l'aide humanitaire, pour de l'aide aux infrastructures. C'était un projet du Parlement. Et malheureusement, cette idée forte qui aurait vraiment marqué le soutien du pays au peuple ukrainien n'a pas trouvé de majorité. Il faudra s'y reprendre autrement. Il faudra que le Conseil fédéral probablement fasse des propositions, en plus de ce qui est déjà fait en termes d'aide humanitaire et en termes de bons offices pour permettre le redémarrage de l'économie ukrainienne aussitôt que la guerre sera finie, ce qu'on souhaite évidemment le plus vite possible. Je dois dire aussi que dans le discours du président Zelensky, ce qui était très fort, c'était le fait qu'il a très fortement rappelé une évidence, c'est-à-dire que dans cette affaire, il y a un peuple qui reçoit les bombes, il y a un peuple qui se fait tirer dessus, dont les infrastructures sont détruites, dont les enfants doivent dormir dans des abris régulièrement. Et cette évidence-là, il faut parfois la rappeler. J'ajoute aussi que nous avons discuté d'un dossier très important en termes de politique fiscale, puisqu'il s'agissait de la valeur locative. C'est un des sujets qui est probablement l'une des plus anciennes histoires dans la politique suisse. Vous savez que quand on est propriétaire d'une maison ou d'un immeuble, on paye un impôt sur les loyers fictifs qu'on pourrait obtenir si on mettait en location son bien immobilier. Donc, c'est notamment le cas pour ceux qui occupent leur propre logement, qui évidemment, puisqu'ils sont dans leur propre logement, ne reçoivent pas de loyer. Eh bien, il y a quand même une valeur locative qui est fixée et sur laquelle des impôts sont prélevés. Alors, en compensation, les propriétaires peuvent déduire les intérêts passifs donc de leurs dettes hypothécaires, et puis ils peuvent aussi déduire les frais d'entretien. Donc là, l'idée, ça a toujours été celle-ci. En gros, on peut déduire les intérêts hypothécaires et on peut, en revanche, on doit payer un impôt sur cette valeur locative, même si elle est fictive. C'est ça à peu près l'équilibre. Et puis, il y a également un soutien fiscal, puisqu'on peut déduire les charges d'entretien de son immeuble, ce qui évidemment a aussi un effet incitatif pour entretenir les biens immobiliers. Cet équilibre fragile, maintenant, la droite aimerait le changer en supprimant la valeur locative. C'est vrai que cet impôt est souvent mal vécu par notamment des personnes qui sont rentiers, qui ont amorti leur logement, qui n'ont plus beaucoup d'intérêts passifs à déduire et qui se retrouvent avec cette valeur locative fictive sur laquelle ils payent un impôt. Donc, c'est pas un impôt très populaire chez ceux qui sont propriétaires, mais c'est quand même relativement juste et ça permet un certain équilibre entre les locataires et les propriétaires du point de vue de la participation à la fiscalité. Alors maintenant, ce qui est proposé, ce qui a été décidé par le national suite au Conseil des États, c'est de supprimer la valeur locative, donc il y aura plus de revenus fictifs, de limiter à 40% la déduction des intérêts passifs et de supprimer la possibilité de déduire les frais d'entretien des immeubles. Ça doit amener à une perte fiscale, ça dépend évidemment du niveau du taux d'intérêt, mais en principe, on estime qu'il y a près d'1 milliard de francs de pertes fiscales liées à cette réforme. Et ça, c'est ce qu'on vit régulièrement dans ces sessions, c'est qu'au fond, quand il s'agit de baisser les impôts, la droite considère que la caisse fédérale et même parfois les caisses cantonales, parce que ces baisses d'impôts concernent aussi assez régulièrement les cantons. Eh bien, dans ces moments-là, on a l'impression du côté de la droite qu'il y a assez d'argent dans les caisses, qu'on peut se permettre de faire ces gestes qui évidemment profitent d'abord à ceux qui payent des impôts et d'autant plus que ceux qui les payent en payent beaucoup. Donc, c'est-à-dire que c'est un principe, les redistributions d'argent par baisse d'impôts, c'est fait selon le principe plus vous gagnez, plus vous recevez. Donc, c'est en principe des cadeaux qui profitent surtout aux gens qui ont de l'argent. Alors, quand on doit discuter comme ça, la droite trouve qu'il y a assez d'argent dans les caisses. Mais quand on discute, par exemple, de plafonner les primes d'assurance maladie, le Parti socialiste a fait une initiative qui demande que les primes d'assurance maladie soient plafonnées à 10% du revenu
des ménages. C'est une réforme qu'on a faite dans mon canton, que j'ai pu faire quand j'étais encore conseiller d'État. Ça coûte, évidemment, ça a coûté 200 à 300 millions pour le canton de Vaud de mettre en place ce plafonnement des primes. Ça protège contre le risque de payer plus que 10% de son revenu net pour l'assurance maladie. Eh bien, dans ces moments-là, ici au Parlement fédéral, la droite dit il n'y a pas assez d'argent. On aurait trouvé un contre-projet à peu près équilibré au Conseil national qui aurait justement prélevé environ 1 milliard de francs dans la caisse fédérale. Eh bien, tu peux pas l'écouter là? malheureusement, il y a quelqu'un qui a pas éteint son micro, je crois. Si vous l'entendez aussi. Alors ça va, je crois maintenant. Donc le milliard de francs que coûterait ce contre-projet à l'initiative du Parti socialiste a été accepté au national, mais au Conseil des États, malheureusement, ils trouvent que c'est trop cher pour la caisse fédérale. Donc c'est ça qui est souvent pénible, c'est ce deux poids deux mesures que nous vivons quand il s'agit de baisse d'impôts ou quand il s'agit de dépenses pour soulager la classe moyenne et les gens qui ont des revenus modestes. On aura à discuter de ce contre-projet encore lors de la prochaine session, lors de la prochaine séance de commission de santé sociale à laquelle je participe. Ensuite, nous avons discuté de la loi sur les douanes. Ça concerne beaucoup nos membres chez Garanto qui étaient assez inquiets de cette nouvelle loi. Et là, une bonne nouvelle, on a réussi à refuser l'entrée en matière. Donc, cette loi ne se fera pas. C'est une autre bonne nouvelle, je crois, avec le départ du chef des douanes qui semblait poser un certain nombre de problèmes pour le personnel. Pour le droit de vote à 16 ans, là, le Conseil national maintient sa position. Nous avons voté pour le droit de vote des jeunes dès 16 ans. Malheureusement, le Conseil des États, lui, est très, très contre et donc on aura de la peine à faire passer cela. On a discuté d'initiatives cantonales sur les réserves, sur la fixation des primes. Les cantons de Vaud, de Val-Ville voulaient que ces réserves soient redistribuées aux assurés, que les primes soient calculées après une meilleure prise en compte de la vie des cantons. Toutes ces démarches qui ont été faites de manière souvent transpartisane, assez consensuelle dans les cantons concernés, sont des cantons qui ont des primes assez hautes. Eh bien, c'est systématique, ces initiatives sont toujours refusées ici par la majorité du peuple. On a fait 2 sessions spéciales pendant cette session, l'une sur l'asile demandée par l'UDC, avec toute une série de propositions de durcissement des règles en matière d'asile, de regroupement familial, de durcissement sur les renvois. À peu près toutes les propositions ont été refusées, mais ça a été l'occasion, et c'est souvent comme ça que la politique se fait ici à Berne, c'est l'occasion surtout d'occuper le terrain médiatique avec des thèmes qui paraissent populaires pour le parti qui les propose. Nous, en revanche, on a proposé une session spéciale sur l'égalité le 14 juin. C'était vraiment pour nous l'occasion de marquer le coup lors de cette extraordinaire journée qu'on a vécue hier. On a aussi fait des propositions sur l'égalité salariale, sur la baisse du temps de travail. Tamara Funicello, notamment, avait proposé quelque chose dans le sens de la baisse du temps de travail. Malheureusement, la plupart des propositions ont été refusées. Il y en a eu 2 qui ont été acceptées. C'était celle du député Dobler sur les causes, sur une analyse des causes des différences salariales qui subsistent et qui restent encore importantes. Et puis une autre sur la compatibilité entre travail et vie de famille d'une conseillère nationale, Madame Binder, du centre. Donc, peu de résultats ici au Parlement, mais par contre, un extraordinaire mouvement dans la rue. On a pu participer à partir de 7 heures. On est sortis ensemble hier du Palais fédéral pour rejoindre la manifestation à Berne avec Elisabeth Baumschneider, avec Simonetta Sommaruga qui était ici aussi au rendez-vous, et puis la députation socialiste. On est sortis ensemble avec évidemment les femmes en première ligne, et on a pu faire de belles images sur cette place fédérale avec cette foule extraordinaire qui s'était rassemblée. Et puis on a vu par les sites des journaux, par les réseaux sociaux, tout ce qui se passait ailleurs, à Lausanne, à Genève, à Zurich, dans toutes les villes, Fribourg, dans le Jura, à Bâle. Vous avez vu que l'USS a compté de manière assez rigoureuse 300 000 personnes participantes à cette journée du 14 juin. J'aimerais insister sur l'importance historique de ce type de mouvement. Bien sûr, c'est un peu moins qu'en 19, mais c'est tellement exceptionnel par rapport à toute l'histoire de ce pays. C'est-à-dire quand on faisait de grandes manifs syndicales dans les années avant 2019, on était déjà extrêmement heureux quand on mettait 25 à 30 000 personnes
parfois, on arrivait à 40, 50 000 personnes à Berne pour de grandes manifs syndicales. C'était les plus grandes qu'on arrivait à faire. Et maintenant, on commence à trouver presque normal d'avoir des centaines de milliers de femmes, essentiellement des femmes, mais aussi des hommes solidaires, qui se mobilisent dans nos rues pour des causes syndicales, pour des causes sociales, pour des utopies d'aujourd'hui, mais qui seront peut-être, et on l'espère, des réalités demain. Donc, je crois que ce mouvement est extrêmement puissant. Ce qui était très fort cette année, c'est qu'il était très axé sur des questions liées au travail. On a eu beaucoup d'actions sur les lieux de travail dans la journée, et même dans une entreprise de nettoyage en Suisse alémanique, UNIA a réussi le jour même à obtenir des avancées concrètes, des meilleurs salaires pour des personnes, pour des femmes qui ont débrayé et qui ont ainsi obtenu ce qu'elles demandaient depuis longtemps, mais elles l'ont obtenu grâce au mouvement. Donc c'était, je crois, un moment très fort. J'insiste là-dessus parce que c'est des moments forts quand on est en session et que dans la rue, il y a un mouvement politique. C'est toujours des moments particuliers. Je l'ai vécu il y a très longtemps quand j'étais pour la première fois ici au National, entre 99 et 2004. C'était la période où Swissair avait fait faillite, et je me souviens d'une session où on discutait du sauvetage de Swissair ici dans la salle, et où dehors, il y avait 10 000 pilotes et hôtesses de l'air de Swissair qui étaient rassemblés et qui écoutaient en direct ce qui se passait à l'intérieur. C'est vraiment des moments toujours très, très marquants et qui parfois font quand même effectivement un peu pression pour que des solutions soient trouvées. L'UDC n'aime pas beaucoup ça. Ils aimeraient qu'on interdise les manifestations pendant les sessions. Ça a été le cas pendant des années. Ça a été un peu assoupli récemment. Et je crois que c'est bien comme ça. Évidemment, tout doit toujours se faire dans le respect des personnes et dans des atmosphères pacifiques. Mais c'était exactement la situation qu'on a connue hier. Donc voilà pour ce 14 juin. Puis alors, un mot très important sur les retraites. Je vais conclure là-dessus. Ça a été l'un des gros dossiers de cette session. Il y avait donc l'initiative dite des jeunes PLR. Je dis bien dite des jeunes PLR parce qu'en réalité, c'est l'initiative du PLR. C'est le parti FDP. PLR a envoyé ces jeunes, mais peut-être un peu parce qu'ils estimaient que l'initiative était un peu difficile à soutenir par le parti, disons, de base. Mais c'est bel et bien le programme du PLR. Et je dirais qu'en fait, cette initiative traduit ce que voudraient les partis de droite, les partis donc UDC, Verts libéraux, PDC et PLR. Mais la différence, c'est que le PLR l'assume et dit ce qu'il veut, y compris en phase électorale, tandis que les autres, eux, pour l'instant, ils se mettent à distance. Mais en réalité, le projet est bel et bien celui-là. On entend tout le temps la même histoire du côté des partis de droite au sujet de l'AVS. Et d'ailleurs, pas seulement du côté des partis de droite, c'est aussi une ritournelle qu'on entend très souvent dans les médias et qu'on entend dans tous les pays qui ont développé des systèmes de retraite. C'est un discours qui dit en gros, nos systèmes de retraite ne sont plus financés, il faut à tout prix augmenter les âges de retraite. Et c'est d'ailleurs un mouvement qui a commencé dans de nombreux pays. On est passé d'âge de retraite en France à 60 ans, on est maintenant à 64, suite au grand mouvement, malheureusement, qui n'a pas connu de succès, mais qui a été très, très fort en France contre la dernière réforme. Dans des pays européens, on a mis l'âge de la retraite à 67 ans, à 66 ans, voire même encore avec des mécanismes qui augmenteront automatiquement l'âge de retraite. Ces lois ont été votées dans des parlements sans être jamais soumises au peuple. Et puis, elles sont pour l'instant prévues pour une application dans 10, 20, parfois même plus. Donc, c'est un peu des législations propagandistes, en fait. Elles ne sont pas encore vraiment entrées dans les actes, mais elles mettent la pression pour que d'autres pays qui n'y sont pas encore passés se sentent obligés eux aussi de faire ce pas. Or, c'est une hérésie économique, sociale, que de vouloir augmenter ces âges de retraite. Et je crois que vraiment, il faut qu'on le dise avec force. Il n'y a aucune raison objective pour augmenter les âges de retraite. Il n'y en avait pas pour augmenter l'âge de la retraite des femmes. Il n'y en a pas davantage pour l'augmenter pour tous. L'initiative des jeunes PLR propose une augmentation pour tout le monde à 66 ans, dès la votation du texte. Donc, l'âge passerait à 66 ans. Et puis ensuite, il propose un mécanisme
qui mettrait ces âges de retraite encore plus loin en fonction de l'espérance de vie. Comme s'il y avait au fond un stock d'années qu'on peut passer à la retraite fixe et fixé une fois pour toutes et qu'on ne peut plus améliorer. Bien sûr, l'espérance de vie a augmenté, mais il faut quand même reconnaître que l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire la bonne vie à la retraite, celle où on peut vraiment profiter de quelques loisirs, de quelques vacances, et puis celle aussi où on peut fournir de l'aide à ses propres enfants qui ont eux-mêmes des enfants. On sait que les grands-parents fournissent une prestation exceptionnellement élevée de frais de garde d'enfants gratuitement. On estime à près de 8 milliards de francs la valeur de la garde d'enfants qui est fournie gratuitement par les grands-parents. 8 milliards de francs. Vous imaginez si on devait créer des places en garderie pour remplacer ce temps, eh bien, ça serait évidemment des coûts qui seraient très élevés. Et c'est des coûts qu'on ne calcule jamais quand on discute d'augmenter l'âge de la retraite. Quand on a augmenté l'âge de la retraite des femmes avec AVS 21, eh bien, le Conseil fédéral, la droite espérait économiser environ 800 millions par année. Si en faisant travailler les femmes une année de plus, on ne perd que 10% de ces 8 milliards d'heures gratuites fournies par les grands-parents, et c'est très probable parce que c'est beaucoup les femmes qui fournissent ces heures, pas seulement d'ailleurs, mais c'est beaucoup les grands-mamans, et c'est souvent évidemment quand elles sont encore de jeunes retraités qu'elles peuvent le faire à 64 ans, 65 ans, plus qu'à 74 ou 75. Donc, qu'on perde 10% de ces heures juste avec cette augmentation de l'âge de la retraite des femmes, c'est tout à fait plausible. Et dans ce cas, ça veut dire on ne fait pas d'économie en augmentant l'âge de la retraite des femmes, mais on fait simplement que de reporter des charges depuis l'AVS vers les jeunes familles, parce que les jeunes familles devront trouver des alternatives à ce temps que les grands-parents ne peuvent plus fournir parce qu'elles doivent travailler. Donc, on est vraiment dans une situation absurde et je ne compte même pas encore les dépenses en termes d'assurance chômage, en termes d'assurance invalidité que on devra payer également parce que pour beaucoup, ces prolongations de l'âge de retraite ne permettent pas vraiment de continuer à travailler parce que on manque de travail au-delà de 50 ans, on manque de solutions également pour les personnes qui sont malades ou invalides. Donc voilà, ça c'est le programme. C'est 66 ans pour tous et puis ensuite augmentation en fonction de l'espérance de vie. Et nous devons mener un combat absolument déterminé contre cette politique et c'est ce qu'on a fait ici. Notamment, on a réussi, après plusieurs péripéties, à empêcher un contre-projet parce que le PLR, évidemment, sait bien que son initiative a peu de chances de succès. Ils ont quand même été choqués par le vote très serré sur AVS 21, 50-50. Ils croyaient qu'ils allaient gagner à 60 ou 65%, mais la qualité et la force de notre campagne a permis de faire presque 50% de non, donc presque de gagner. Malheureusement, on a manqué de peu, mais au moins cette campagne a vraiment montré qu'il y avait une vraie opposition à cette augmentation des âges de retraite, et donc nous donne une chance de vraiment impressionner la droite, le Conseil fédéral sur cette question-là. Ce qui fait que l'initiative des jeunes PLR a évidemment très peu de chances d'être acceptée. Il faudra se battre, mais il y aura évidemment beaucoup d'argent pour la soutenir. Mais évidemment, la droite y croit pas beaucoup. Donc, elle voulait à tout prix un contre-projet. Enfin, c'est en tout cas le vœu des PLR. Et puis, sans doute que si on n'avait pas été si près des élections, ce contre-projet aurait bel et bien été accepté peut-être en aménageant un peu le système, en prévoyant peut-être seulement le mécanisme sans la première étape à 66 pour tous, par exemple, ou bien qu'une partie des économies soit réinjectée pour améliorer quelques rentes. Mais évidemment, ça aurait simplement rendu le système un peu moins, critiquable par la population, mais la tendance aurait été la même. Eh bien, on s'est battu. Dans un premier vote ici au national, l'idée d'un contre-projet a été acceptée. On a gagné d'une voix. Ensuite, il y a eu une proposition de recompter, de refaire le vote. Et dans la deuxième vote, eh bien, c'est au contraire l'idée du contre-projet qui a passé pour une voix. C'est vous dire à quel point c'est très important d'être nombreux, le plus nombreux possible ici au Parlement, parce que des fois les votes se jouent de manière très serrée. Et puis ensuite,
comme l'idée d'un contre-projet a finalement été acceptée d'une voix au deuxième vote, la commission a dû se réunir en urgence pendant la session. La commission, là, on a réussi à retourner le char en disant il n'y a aucun projet sérieux qui a trouvé de majorité. Là, l'UDC a demandé qu'on revote le lendemain pour donc rediscuter de l'idée même d'un contre-projet. Il faut savoir que l'UDC, dans un premier temps, était contre l'idée d'un contre-projet, mais qu'au moment où on a dû voter ici au plénum, eh bien, presque tout l'UDC a voté pour un contre-projet. Puis enfin, en commission, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à trouver un modèle qui était susceptible d'être un tout petit peu supporté par leur base. Et donc, ils se sont de nouveau retournés. Et là, le lendemain, ils ont enfin, avec nous, et puis le PDC, ils ont éliminé l'idée d'un contre-projet. Bref, à la fin de toutes ces péripéties, on se retrouve avec l'initiative PLR toute seule. Et le PLR ne sait pas trop quoi faire avec ce texte parce que ils ont quand même beaucoup de peine à envisager un succès. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est complètement exclu. Peut-être même ils retirent une initiative sans avoir un seul contre-projet en face, ce qui serait assez inédit dans l'histoire, mais on verra. Ou alors, ils vont se battre. Et dans ce cas, nous aussi, on devra se battre et essayer de faire vraiment de faire refuser cette initiative avec le meilleur score possible. En tout cas, déjà de la faire refuser, puis si possible avec un score très net qui fasse pression sur le Conseil fédéral pour qu'ils comprennent que augmenter l'âge de la retraite, ça n'est décidément pas ce que le peuple veut. Et je dirais pour conclure un mot, ne vous laissez jamais impressionner par les arguments démographiques. C'est toujours avec ces arguments-là qu'on fait pression pour que les gens comprennent que c'est inéluctable d'augmenter l'âge de la retraite. Je rappelle que l'AVS a 47 milliards de fortune. Quand on veut mettre un frein à l'endettement dans l'AVS, il faut se lever tôt pour vouloir mettre un frein à l'endettement dans une assurance vieillesse qui n'a aucune dette, mais qui a une fortune de 47 milliards. Le bilan de répartition, c'est-à-dire la différence entre les cotisations et les prestations, est de 1,7 milliard positif pour l'an passé, donc près de 2 milliards de cotisations en plus que les rentes. Tout ceci alors que le nombre de retraités a augmenté et que l'espérance de vie a augmenté. C'est quoi la recette miracle? La recette miracle, c'est de prendre des cotisations sur la masse salariale. Il suffit que la masse salariale augmente autant que les besoins de rente et le système est en équilibre. Et tous les arguments qui vous disent « Ah, c'est inéluctable, il y avait 6 actifs pour un rentier au début de l'AVS et aujourd'hui, il y a 3 actifs pour un rentier, c'est donc intenable et bientôt, il y aura 2 actifs pour un rentier, donc on ne peut pas continuer comme ça. » Ces discours-là oublient une chose, c'est qu'au début de l'AVS, les 6 actifs pour un rentier, en fait, c'est simplement qu'il y avait 6 adultes en âge de travailler pour un rentier. Mais les 6 adultes en âge de travailler, la moitié d'entre eux, c'était des femmes. Et à l'époque, en 1950, la plupart des femmes travaillaient sans doute énormément, mais elles ne recevaient pas de salaire. Donc, elles ne recevaient pas de salaire, ça veut dire qu'elles ne cotisaient pas à l'AVS. En réalité, il y avait plutôt 3,5 cotisants pour un rentier déjà au début de l'AVS. Et on reste à peu près dans ces proportions-là. On peut dire que le volume de travail aujourd'hui a tellement augmenté puisque les hommes comme les femmes travaillent pour un salaire, eh bien, ça a permis justement de gérer une augmentation très forte du nombre de rentiers et de l'espérance de vie. C'est bien pour ça que le système est encore en équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas augmenter les cotisations, mais je signale que les cotisations à 8,7% sont encore relativement modestes et que, en fait, en réalité, elles ont très, très peu augmenté ces dernières décennies, alors qu'il était naturel pendant les années 50, 60, 70 d'augmenter régulièrement les rentes et les cotisations. Je signale juste que, pour conclure sur ce thème, que quand on a voté sur l'AVS en 47, il y avait des publicités des opposants à l'AVS qui disaient dans 20 ans, l'AVS est en faillite. Eh bien, 20 ans après la création de l'AVS, non seulement elle n'était pas en faillite, mais à ce moment-là, le Parlement décidait de doubler les rentes en 2 réformes. Ils ont doublé les rentes AVS parce qu'ils les trouvaient insuffisantes. Et ils n'ont pas augmenté l'âge de la retraite, ils l'ont baissé pour les femmes de 65 à 62 ans. Donc, à l'époque, dans un grand consensus, on investissait pour améliorer les conditions de vie à la retraite. On améliorait régulièrement les rentes et on indexait les cotisations, on adaptait les cotisations pour financer tout cela. Et c'est comme ça que la Suisse a connu cette prospérité des 30 glorieuses et que les gens avaient confiance dans l'État, confiance dans le fait que l'État était là pour eux et qu'il leur garantirait, après une vie de travail, une période de repos. Et ça, c'est
c'est la seule chose qui a changé par rapport à cette époque, c'est la politique de la droite. Il n'y a rien de changé dans les éléments démographiques ou dans les éléments économiques, c'est simplement ce poison politique du néolibéralisme qui fait que on a changé de politique et que désormais on veut plus améliorer les rentes. Or, il faut améliorer les rentes parce que non seulement il faut avoir du temps, mais il faut avoir aussi quelques moyens pour vivre bien. C'est la raison pour laquelle nous, on veut une stratégie complètement différente et qu'on propose une 13e rente AVS qui sera aussi votée probablement l'an prochain, peut-être en même temps que l'initiative du PLR. On aura probablement le même dimanche, début 24, à voter contre l'initiative du PLR pour les 66 ans et les augmentations systématiques de l'âge de retraite, pour la 13e rente AVS de l'USS et contre la réforme du deuxième pilier. Et on dira, plutôt que de remettre encore 2 milliards de cotisations en plus dans le deuxième pilier pour des rentes qui baissent, mettons cet argent dans l'AVS pour financer une 13e rente qui profite à tous et toutes. Voilà, c'était un résumé un peu plus long que prévu, mais au moins comme ça, j'ai pu parler aussi un peu de ce thème très important des retraites. Alors maintenant, j'ai assez parlé. Je me réjouis d'écouter vos questions, vos remarques, vos réactions, et puis ensuite d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre attention.